Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 3 erreurs fatales des cadres qui investissent en immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez voir, je suis un petit peu énervée parce que je pense à pas mal de choses et j'avais envie de vous en parler. C'est les erreurs que je vois autour de moi, dans mon entourage ou dans les membres du club. Parce que vous savez, on a un club qui nous permet d'accompagner des personnes dans leur investissement immobilier rentable. Et donc, je suis aussi en contact avec des investisseurs actuels. Donc, j'ai envie de réveiller un petit peu tout le monde sur les erreurs qui sont dommages et qui, en fait, sont même fatales, je trouve, sur le parcours investisseur dans sa globalité. Alors, c'est parti pour la première erreur. Tout d'abord, il faut vraiment réussir à sortir de la logique de la capacité d'endettement. En fait, c'est hyper scolaire de penser comme ça, de raisonner en mode le taux d'endettement de 35%, etc. C'est vrai que ça existe, ce fameux taux d'endettement. C'est vrai que les banques l'utilisent, je ne dis pas le contraire, mais il faut arrêter de trop raisonner sa vie d'investisseur autour de cette capacité d'endettement parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus de choses que ça. Et il n'y a pas que la capacité d'endettement, le taux d'endettement qui compte. Il y a bien plus que ça. Il y a notamment, comme je dis toujours sur le podcast, c'est le cash qu'on a sur nos comptes en banque qui font la valeur aux yeux d'un banquier en tant que client. Et il y a aussi le patrimoine existant qu'on a réussi à développer qui sécurise la banque parce qu'elle sait qu'elle peut ressaisir des biens si jamais il y a des défauts de paiement, etc. Donc en fait, il faut penser que la banque ne raisonne pas qu'en taux d'endettement. Elle raisonne vraiment en termes de sécurisation, le fait qu'elle va retrouver son argent en vous le prêtant. Donc oui, le taux d'endettement est un axe de réflexion pour la banque, surtout pour des gens qui ont zéro patrimoine, pas d'argent de côté. On se dit, par rapport à ses revenus, c'est raisonnable de se dire que 35%, c'est gérable pour un foyer de payer 35% de ses revenus. Mais vous comprenez que cette logique-là n'est pas faite sur Elle est bien pour un certain niveau, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça par la suite. Et donc, je sais que là, je vais un petit peu loin tout de suite dans le truc, mais grosso modo, il faut arrêter de uniquement raisonner en termes de taux d'endettement, parce que l'erreur que je vois, c'est « oui, donc du coup, je vais commencer plus petit parce que mon taux d'endettement, il n'est pas bon », ou bien certains cadres que j'entends aussi dire « ah ben je peux plus emprunter, mon taux d'endettement, il est déjà à 35%, mais oui, mais en fait, regardez, tu as plus de 100 000 euros de cash, tu as remboursé ta RP, même si tu as un taux d'endettement élevé parce que tu as fait déjà quelques investissements locatifs pas très rentables, c'est pas grave en fait. On va quand même pouvoir travailler et continuer les choses parce que ton dossier, il faut que tu le raisonnes dans ta globalité et non pas juste sur un taux d'endettement qui est vraiment un raisonnement qui est trop étriqué alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, vous avez compris la première erreur. Moi, ça y est, je commence sur les chapeaux de roue. Mais voilà, arrêtez de raisonner en termes de capacité d'endettement. Nous, on s'en rend bien compte dans le club, dans les personnes qu'on accompagne. Plein de gens dépassent leur capacité d'endettement. Enfin, quand je dis capacité d'endettement, je veux dire taux d'endettement. Plein de personnes dépassent ce taux d'endettement de 35% et ils continuent à avancer. Ok ? Donc, on se détend, on oublie ce taux d'endettement et maintenant, on raisonne en investisseur. Évidemment, le plus important, c'est l'argent de côté et de mettre en place des opérations rentables. Ok ? Donc maintenant, on essaie de s'ouvrir l'esprit et on arrête de calculer son taux d'endettement toutes les 5 minutes, là. Raisonnons autrement. Maintenant, on va parler de la deuxième erreur, qui est un petit peu liée à la première. C'est le fait de commencer trop petit. Ok ? Parce que les gens, soit ils pensent qu'il ne faut pas qu'ils fassent trop gros à cause de leur taux d'endettement, soit ils se disent, comme j'ai déjà un taux d'endettement très élevé, du coup, je vais faire un petit investissement.
Ça, pareil, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout de raisonner comme ça. Parce que vous vous mettez, vraiment, vous tirez une balle dans le pied en faisant des trop petits investissements. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que il faut se rendre compte d'un truc. On n'a qu'une vie. La vie, elle est courte. Enfin, elle est courte. Moi, je considère qu'elle est de la bonne durée, parce que trop long, ce serait trop long, et trop court, ce serait trop court. Mais bon, on n'est pas à l'abri que la vie soit plus courte que prévu. Donc, on n'est pas là, on n'a pas un an à perdre. On n'a pas un an à perdre à faire un investissement qui est trop petit. Qu'est-ce que j'entends par investissement trop petit ? Un investissement trop petit, il peut être trop petit proportionnellement à vos revenus ou trop petit proportionnellement à votre patrimoine existant. Donc, pour moi, quand on évalue, c'est ce qu'on fait dans le club, quand les gens qu'on accompagne intègrent le club des investisseurs sereins, ils ont un point en individuel avec Cyril ou avec moi, et on évalue ensemble le budget, la fourchette de budget qui serait pertinente pour attaquer leur investissement. Et il faut vraiment se rendre compte qu'il y a 2 facteurs qu'on peut prendre en compte. Par rapport aux revenus, par exemple, un couple qui, à 2, gagne 6 000 ou 7 000 euros par mois, je suis désolée pour vous, mais investir dans un appart à 200 000 euros, c'est juste n'importe quoi. C'est beaucoup trop petit, en fait. C'est trop petit. Vous perdez du temps. Vous perdez trop de temps, en fait, sur un investissement qui n'en vaut pas la peine. C'est trop dommage, en fait. Il faut réussir à attaquer sur des biens immobiliers qui sont proportionnels à ces revenus-là. Ok ? Si vous avez des revenus à, je sais pas moi, j'en sais rien, 100 000 euros par an à 2, en fait, il serait pertinent d'acheter au moins quelque chose de 3, 4, 5 fois supérieur à vos revenus annuels pour que ça en vaille vraiment la peine, en fait, parce que vous allez quand même vous faire du boulot. Si c'est pour investir dans quelque chose à 200 000 euros, c'est pas possible. C'est trop petit, en fait. Il faut que vous visiez plus gros. Et le deuxième axe de réflexion, c'est proportionnellement à votre patrimoine existant, parce que ça arrive aussi. On a des personnes qui nous contactent, ils ont des biens immobiliers, soit qu'ils ont reçus en héritage, soit qu'ils ont déjà remboursé leur résidence principale parce qu'ils ont 45 ans, voilà, ils ont déjà une résidence principale qui a une valeur à 800 000 ou 1 million d'euros et qui ont déjà 2, 3, voilà, soit une résidence secondaire ou un investissement locatif qui est à moitié remboursé et donc leur patrimoine existant, il est déjà à plus de 1 million. Mais quand ton patrimoine existant, et quand je dis existant, là, c'est dans l'exemple que je viens de dire, c'est en actif remboursé, c'est-à-dire que c'est la part d'immobilier que vous avez de déjà remboursé, mais ça n'a aucun sens d'aller chercher des petits investissements à 200 ou 300 000 euros. Aucun sens. Aucun sens. C'est beaucoup trop petit. Et je dirais même qu'on pourrait élargir cette réflexion par rapport au patrimoine global brut, c'est-à-dire sans compter les dettes qu'on a encore dessus. Par exemple, avec Cyril, nous, on a un patrimoine brut à plus de 3 millions. Mais jamais de la vie, je vais me casser la tête à faire un petit truc à 300 000. Jamais de la vie. Ce serait augmenter de 10% notre patrimoine brut, ce qui n'a pour moi pas d'intérêt, en fait. Passer 1 an pour augmenter de 10% son patrimoine global, c'est beaucoup de travail pour un gain qui est quand même faible, proportionnellement à ce qu'on a déjà. Donc en fait, il faut vraiment raisonner avec ces 2 axes de réflexion. Soit vous n'avez pas encore de patrimoine, mais vous avez des beaux revenus. Donc essayez de réfléchir en proportion. Soit vous avez un patrimoine existant qui est déjà conséquent, avec ou sans dette, peu importe. Mais entre guillemets, tu ne travailles pas à faire grossir ton patrimoine uniquement de 5 ou 10% en y passant 1 an à te faire de la charge mentale, à chercher un projet, à suivre un chantier, etc. pour augmenter de 10% ton patrimoine. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça veut dire que tu le doubles en l'espace de 10 ans. Bon, j'arrondis les pourcentages, mais vous avez compris. Ça veut dire que ça vous met 10 ans à doubler votre patrimoine. 10 ans, je suis désolée, moi j'ai pas envie de mettre 10 ans à doubler mon patrimoine. Enfin, c'est trop long. C'est trop long, ok ? Donc, voilà, c'était les 2 réflexions. J'espère que ça vous bouscule un petit peu, certains d'entre vous. Mais voilà, moi je dirais sincèrement... c'est intéressant quand même d'augmenter son patrimoine de au moins 30% quand on fait une opération. Franchement, au moins 30%, ça dépend de la taille de votre patrimoine, mais voilà. Donc, voilà, il faut vraiment essayer de raisonner comme ça et réfléchissez à comment faire par rapport à votre situation. Et
Et voilà. Donc, maintenant, vous avez compris la deuxième erreur. Donc, je récapitule déjà jusqu'à maintenant. On arrête de raisonner en termes de capacité d'endettement, en termes de taux d'endettement, je veux dire, parce que c'est pas l'essentiel, surtout quand on a déjà un petit peu de patrimoine, déjà une résidence principale, on a beaucoup d'argent de côté. Le taux d'endettement, il passe au second plan. Il existe encore, mais il passe un peu au second plan. Deuxièmement, ce que j'ai dit, c'était par rapport à ne pas viser trop petit, parce que vraiment, ça peut vous plomber et vous ralentir, mais tellement, tellement, tellement. Et enfin, il y a le troisième point, qui est la troisième erreur fatale, je trouve, c'est le fait de ne pas y aller assez vite, de ne pas démarrer. En fait, il y a trop de personnes qui gagnent bien leur vie, qui ont la possibilité d'investir en immobilier, qui ont, entre guillemets, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas, mais il se trouve des autres projets. Ah, mais j'ai un autre projet là maintenant. Je veux faire, je sais pas quoi. Mais en fait, ce que vous rendez pas compte, c'est que moi, j'aime bien penser à une locomotive. Je ne sais pas si vous voyez les grosses locomotives de l'époque, les grosses locomotives, je ne sais pas si elles étaient faites en fonte, mais vous voyez les grosses machines là, avec des trains énormes. Et vous voyez la locomotive, pour se mettre en route, c'est dur, quoi. Elle galère, parce que ça lui demande beaucoup d'énergie. Et une fois qu'elle commence à rouler, elle devient inarrêtable. Pour moi, les investissements que j'ai faits avec Cyril, c'est exactement cette grosse locomotive. C'est-à-dire qu'au début, oui, on a acheté des gros immeubles, on a fait des gros investissements, mais une fois que la machine, elle commence à tourner, mais elle est d'une puissance, mais inarrêtable. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que je vous dis, nous, on a 20 000 euros de loyer qui tombent tous les mois, on a 6 500 euros de cash flow, mais on rembourse à peu près aussi plus de 6 500 euros par mois. Alors, je me trompe peut-être dans les chiffres, je ne sais plus exactement, mais je sais qu'on est à peu près à un enrichissement mensuel de 13 000 euros par mois. Donc, vous voyez la machine qui est en place et qui tourne toute seule et qui génère le cash, entre guillemets. Et maintenant, on n'a presque plus d'efforts à faire. On doit juste être dans la locomotive et regarder ce qui se passe et vérifier que tout se passe à peu près bien. Mais le gros effort a été fait au début. Donc, je comprends que vous ayez d'autres projets, que vous ayez envie de faire d'autres choses, prioriser sur d'autres sujets. Mais moi, j'ai envie de dire, lancez votre locomotive. Faites-la démarrer, là. Prenez 1 ou 2 ans pour lancer votre locomotive. Et une fois qu'elle va être lancée et qu'elle va tourner, etc., évidemment, moi, je vous recommande d'avoir la plus grosse locomotive, la plus puissante possible. Comme ça, vraiment, ça vous met dans un mouvement vraiment puissant. Et après, vous êtes consacré à d'autres projets. Nous, c'est ce qu'on a fait, notamment par rapport à l'entrepreneuriat. Nous, on avait toujours en tête de créer notre entreprise, etc. Mais je vous le dis honnêtement, moi, d'ailleurs, je vais enregistrer un épisode avec un invité sur le sujet prochainement. Mais l'entrepreneuriat, je ne trouve pas que ce soit une solution miracle d'enrichissement si puissante que ça. Même si je pense que c'est vraiment intéressant parce que je le ferai pas si j'aime beaucoup le faire déjà pour le plaisir. Et financièrement, ça peut être intéressant, mais je trouve pas que ce soit la panacée non plus par rapport à mettre en place une locomotive immobilière, mais qui rase tout sur son chemin. Enfin, je sais pas si vous imaginez une machine qui rapporte 13 000 euros par mois sans plus rien faire. C'est trop puissant. Je veux dire, avec les investisseurs sereins, on n'en est pas là du tout, hein, et ça fait 2 ans et demi qu'on y bosse comme des dingues. Donc, ce que faut que vous compreniez, c'est que c'est prioriser les choses. Pour moi, c'est lancer la locomotive immobilière. Une fois que votre locomotive elle est lancée, ok, on se consacre à d'autres projets, à d'autres visions, etc. Mais il faut vraiment se rendre compte que le temps passe. Moi, je le dis souvent, 100 000 euros d'emprunter, c'est 400 euros par mois de gagner. Parce que, pourquoi je dis ça ? C'est parce que dès que vous empruntez 100 000 euros, théoriquement, vous vous enrichissez de 400 euros par mois. C'est-à-dire, vous faites un investissement à minima autofinancé, ça vous enrichit de 400 euros par mois. Et c'est énorme, 400 euros par mois. Enfin, 400 euros par mois pour 100 000 euros investis. Imaginez, vous investissez plus. Donc,
voilà, 300 000 euros, ça fait 400 fois 3, ça fait 1 200 euros par mois. Enfin, je suis désolée, souvent les gens, ils n'ont pas ce genre d'augmentation régulièrement. Donc, il faut le faire, quoi. Il faut se lancer, on avance et essayez de vous rendre compte que chaque mois qui passe, vous lancez pas votre locomotive et en fait, vous perdez beaucoup d'argent à ne pas lancer cette locomotive. Et d'ailleurs, juste avant de terminer, j'avais envie de parler d'un exemple d'un couple là qui m'a envoyé un petit message, ça m'a fait trop plaisir, de notre club. Ils ont acheté leur premier immeuble. Ils n'avaient pas un dossier bancaire de dingue au départ. Honnêtement, c'était pas du tout un bon dossier bancaire, dans le sens où il y avait l'une des personnes avait un poste avec un salaire que je trouvais assez faible, l'autre avait un meilleur salaire. Quand je dis assez faible, c'était le SMIC. Donc, quand je dis faible, c'est vraiment pas énorme. Et je pense, à 100 euros près, ça devait être le SMIC. Et son compagnon, auto-entrepreneur, un peu plus quand même, mais pas non plus un dossier dingue. Enfin, auto-entrepreneur, en plus de ça, ils n'ont pas la nationalité française. Bref, donc c'était compliqué pour obtenir le prêt. Mais finalement, ils ont dépassé le taux d'endettement. Ils ont mis pas autant d'apports que ce qu'ils auraient pu mettre. Heureusement, ils avaient cet atout dans leur dossier bancaire d'avoir beaucoup de cash en disponible, mais ils n'avaient pas un taux d'endettement de dingue. Ils ont acheté un gros immeuble et en fait, ils font une belle grosse opération. Et je leur dis, voilà, vous avez lancé la machine. Là, vous allez la faire tourner, la lancer pendant 1 an parce que ils ont un projet de faire la location courte durée dedans, partiellement, et un peu de location longue durée, il me semble. Donc, ils vont lancer cette machine, et une fois que cette machine sera en place pendant 1 an, peut-être qu'ils vont relancer peut-être encore 1 ou 2 invests, mais une fois que la machine va être lancée, ils pourront faire ce qu'ils veulent, en fait, parce que la machine, elle est lancée. Ok, ça, c'est un exemple qui est intéressant, parce qu'à la fois, ils ont fait du gros, ils ont explosé leur taux d'endettement dès leur premier investissement. Ils ne raisonnent pas en termes de taux d'endettement, parce que s'ils avaient raisonné en taux d'endettement, ils auraient acheté un truc à 200 000 euros, donc c'est pas du tout comme ça qu'ils ont fait. Et en plus de ça, ils sont passés à l'action, ils lancent leur machine. Évidemment, il faut un peu de patience, parce que le temps que tout l'immeuble tourne, les travaux soient finis, ça va mettre un petit peu de temps. On n'enchaîne pas tout de suite, juste après avoir acheté chez le notaire. Bon, même s'il y en a qui le font, pas tout le monde a besoin de le faire, et c'est pas forcément l'idéal. On peut très bien lancer sa machine, la faire tourner pendant 1 an, et on retourne chez la banque 1 an plus tard ou 2 ans plus tard avec un dossier où là, tu changes complètement de catégorie aux yeux du banquier. Là, tu deviens vraiment un investisseur à succès qui a réussi sa première opération, qui a généré en plus beaucoup de cash, qui a remis de l'argent de côté et qui retourne faire un investissement. D'ailleurs, peut-être qu'ils vont retourner avant, mais c'est bien aussi de se concentrer étape par étape quand même, et de passer 6 mois à au moins s'appliquer, que les travaux fonctionnent, que la location courte durée tourne et démarre à belle vitesse. Et ensuite, d'enchaîner les investissements jusqu'à ce que la locomotive ait atteint la taille que vous voulez qu'elle atteigne. Voilà, j'espère que cet épisode vous a fait du bien. C'était un épisode plutôt orienté pour les personnes qui ont plutôt des bons revenus ou des grosses économies de côté. Dans les personnes qu'on accompagne, il y a aussi des personnes qui ont des plus faibles revenus avec moins d'économies de côté, mais du coup, on adapte l'investissement. Donc, typiquement, les personnes qui vont plutôt acheter des appartements entre 200 300 000 euros ou entre 150 et 250 000 euros, c'est pas les mêmes profils. D'accord, c'est pas les mêmes profils. Là, c'était plutôt un épisode orienté pour les cadres, parce que je vois que c'est des erreurs que je vois particulièrement chez eux. Maintenant que j'ai parlé de tout ça, si jamais vous sentez le besoin d'être accompagné pendant votre investissement, c'est-à-dire que vous voulez avoir des personnes qui ont déjà investi avec vous, qui ont acheté des immeubles notamment, qui soit sont... D'ailleurs, dans notre équipe, on a aussi une coach en location courte durée qui est spécialisée dedans, que j'avais interviewée. C'est Magali qui nous aide et qui participe au club pour suivre les personnes qu'on accompagne. Vraiment, je vous invite à prendre un rendez-vous. C'est un rendez-vous avec Cyril, c'est un rendez-vous gratuit où vous expliquez votre situation et il discute avec vous pour voir si on peut vous accompagner et vous intégrer dans le club. Je vous recommande de faire ça parce que parfois on traîne dans son coin, on n'avance pas, et le fait de se retrouver dans un club avec un cadre, des étapes d'avancement précises, ça peut vous permettre de vraiment passer à l'action et d'avancer. Voilà, donc je vous mets le lien dans la description pour prendre rendez-vous avec Cyril si vous avez envie d'envisager d'être accompagné par nous. Et vous êtes
aussi entouré d'autres investisseurs qui achètent des immeubles et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, alors des immeubles et quelques-uns qui achètent des appartements, mais ça fait du bien de ne pas être tout seul dans son coin et d'avancer et d'être dans une dynamique en mode on y va. Et je vous recommande d'ailleurs parce que on va augmenter nos tarifs, parce qu'on veut limiter le nombre d'entrées prochainement dans le club, étant donné que moi je suis enceinte, je ne sais pas si vous savez, et je vais avoir un bébé bientôt. Donc on va devoir ralentir un petit peu le rythme en termes des intégrations et ça va aussi nous pousser à augmenter les tarifs pour voilà. Donc je vous conseille de prendre le rendez-vous avant le 1er décembre parce qu'au 1er décembre, les tarifs vont changer. Donc allez-y, prenez vite un petit appel avec Cyril. Il va pas vous manger, il est super sympa et ne vous inquiétez pas, c'est un appel gratuit, donc il n'y a pas d'obligation d'achat derrière, c'est pour discuter avec vous. Évidemment, vous prenez pas un appel en mode touriste, c'est parce que vous avez quand même l'idée de peut-être vous faire accompagner, mais il n'y a pas de stress pendant l'appel, c'est un appel tout à fait amical et il va discuter avec vous de votre projet et voir si jamais on peut vous aider. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!